Ma fille de 18 ans, major de promo, a obtenu son diplôme. Mes parents ont organisé une fête, mais surprise, elle était pour ma nièce, qui venait de finir la 3e. Le gâteau affichait, pour notre unique petite fille. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, une lettre les a fait hurler. Ma fille de 18 ans a obtenu le meilleur classement de sa promotion. Mes parents ont proposé d'organiser une fête de remise de diplôme pour leur petite fille. Quand nous sommes arrivés, c'était pour ma nièce, qui venait de terminer la 3e. Le gâteau disait, pour notre unique petite fille. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. 3 jours plus tard, ils ont reçu une lettre et ont commencé à hurler. Laissez-moi vous raconter la dernière fois où j'ai fait confiance à mes parents pour quelque chose d'important. En fait, laissez tomber. Laissez-moi vous raconter la dernière fois où je leur ai fait confiance tout court. Parce que ce n'était pas juste une autre offense familiale. Il ne s'agissait pas d'oublier un anniversaire ou de mal prononcer un nom, ou d'appeler ma fille par le nom du chien pour la 10e fois de suite. Non. C'était un autre niveau. C'était la trahison incorporée dans la crème au beurre et servie sur une table pliante à côté de brochettes de crevettes et de mensonges. Tout a commencé innocemment. Ma mère m'a appelé un mardi après-midi. Ton léger, décontracté. Celui qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de dire quelque chose qui va gâcher ma journée, mais qu'elle veut me faire croire que c'est gentil. Nous pensions organiser une fête de remise de diplôme, a-t-elle dit. Pour notre petite fille, tout simplement, notre petite fille. J'étais en train de charger les courses dans le coffre et j'ai failli faire tomber un sac de riz. Oh oui, a-t-elle dit. Quelque chose de petit. Juste la famille. Nous serions ravis de recevoir. C'était tout. J'ai dit, merci. Elle semblait sincère. Le genre de sincérité qui fait que vos épaules se relâchent un peu. Le genre qui vous fait croire, contre tout bon sens, que peut-être cette fois, ce sera différent. Je n'ai même pas réfléchi à qui elle faisait référence. Ma fille, Mathilde, venait d'obtenir son baccalauréat. Major de promotion, merci beaucoup. Après 4 années de nuit blanche, de projets de groupe avec des camarades qui ne faisaient rien, et de traverser des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à gérer, elle y était arrivée. Et maintenant, finalement, peut-être que mes parents la voyaient comme moi. Je l'ai annoncé à Mathilde ce soir-là. Ses yeux se sont illuminés. Mamie et papy. Oui. Elle a cligné des yeux. Vraiment? J'ai hoché la tête. Elle n'a rien dit d'autre, mais je pouvais sentir cette petite étincelle de reconnaissance. Comme si, après des années à se montrer présente, à être serviable, à être sage. Quelqu'un avait remarqué. Si je pouvais remonter le temps, je dirais à nous deux de ne pas nous faire d'illusions. Le jour de la fête, il faisait chaud. Pas chaud comme en été. Chaud qui colle derrière les genoux. Mon mari, Marc, n'arrivait pas à trouver les bonnes chaussures. Mathilde n'arrêtait pas de changer de boucle d'oreille. Je transpirais avant même de monter dans la voiture. Plus nous nous approchions du quartier de mes parents, plus nous devenions silencieux. Rappelez-vous, je leur avais dit que c'était une bonne chose. Sourons et disons merci. Je l'ai dit comme une idiote. Nous avons tourné au coin de leur rue et j'ai failli rater la maison. À première vue, cela ne ressemblait pas à une fête. Cela ressemblait à un petit mariage. Une tente blanche à toit dans le jardin. Des dizaines de chaises pliantes, des serpentins, des nappes dorées, même ces petites pancartes personnalisées plantées dans l'herbe. J'ai senti ma gorge se serrer. Ils avaient vraiment mis le paquet. Marc a dit à voix basse. Mathilde s'est penchée. Waouh! Nous nous sommes garés et sommes sortis. Dès que nous avons mis le pied sur la pelouse, nous étions au milieu d'une foule. Câlins, baisers dans l'air, gobelets en plastique de limonade qu'on nous a fourrés dans les mains. Des gens que je n'avais pas vus depuis l'enfance. Amis de la famille, cousins, l'ex-femme de mon oncle. Comment avait-elle été invitée? Puis j'ai vu la fille au centre, les boucles bien faites, un ruban sur la poitrine, robe scintillante, rayonnante. Et je jure que je n'avais toujours pas compris. Je pensais juste qu'elle était excitée pour Mathilde. Je lui ai souri, j'ai salué. Puis j'ai vu le gâteau. 3 étages, glaçage rose pastel, liseré doré,
une petite toque de diplômé comestible sur le dessus et écrit en cursive soigné sur le devant, « Félicitations à notre unique petite fille, promotion 2025. » J'ai figé. Seulement. J'ai cligné des yeux, relisant. Ça ne pouvait pas être juste. Il y a 2 petites filles, Mathilde et Chloé. 2. Puis j'ai vu la bannière. Les couleurs, le logo du collège, et la photo encadrée à côté du gâteau. Chloé tenant un certificat roulé, vêtue d'une robe blanche scintillante et d'un diadème comme si elle venait de remporter un concours. Tout m'est apparu d'un coup. Ce n'était pas une fête pour Mathilde. Ça ne l'a jamais été. Derrière moi, Mathilde était silencieuse. Pas figée, pas paniquée, juste immobile. J'ai regardé Marc. Il m'a regardé en retour. Personne n'a parlé. Nous sommes entrés dans la fête comme des fantômes. Personne n'a remarqué quoi que ce soit. Pas encore. Les gens souriaient, disaient des choses comme « Vous devez être si fiers ». Et « Quelle belle journée ». Quelques invités m'ont lancé des regards confus lorsqu'ils ont réalisé que Mathilde ne portait pas le ruban. Quelques-uns m'ont adressé ces sourires polis et discrets que les gens utilisent lorsqu'ils ne savent pas s'ils ont fait une erreur, ou si c'est vous. Et puis la table des cadeaux. Un par un, les invités ont remis des boîtes emballées et des cartes. Il y avait des rubans, des enveloppes, des pancartes faites maison, un gobelet personnalisé. Nous n'avions rien apporté. Pourquoi l'aurions-nous fait? Nous pensions que c'était pour Mathilde. Une femme que je connaissais à peine m'a lancé un regard étrange. Une autre a chuchoté quelque chose et a regardé Mathilde. Un cousin a même penché la tête et m'a fait signe de la bouche, « Où est le cadeau ?» J'avais envie de m'enfoncer dans la pelouse. Puis Hélène s'est levée, verre de champagne à la main. Prenons tous un moment pour célébrer notre fille. Elle a travaillé si dur. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Le collège est une étape importante, et elle l'a gérée avec grâce, beauté et intelligence. Chair, rire, applaudissements. Mathilde se tenait là, sans pleurer, sans bouger, regardant simplement. J'ai attendu que le toast soit terminé, que les gens se rassident, que la foule se disperse autour de la table à gâteaux. Puis j'ai trouvé ma mère près de la glacière en train de prendre de la glace. Le gâteau dit unique petite fille, ai-je dit. Elle a souri, distraite. Oh, c'est probablement une erreur à la pâtisserie. Je n'ai pas bougé. Elle a haussé les épaules. De plus, Mathilde est plus âgée. Elle n'est plus une enfant. C'était davantage un jalon. Je l'ai dévisagée. Elle est retournée au gobelet. Puis mon père est arrivé avec une assiette en carton. Attendez, Mathilde est diplômée aussi? Je n'ai rien dit. Il a cligné des yeux. De quoi? J'ai cligné des yeux en retour. Du lycée. Il a ri. Oh, oui. C'est vrai. J'ai regardé ma mère. Elle n'a rien dit. Elle s'est simplement tournée vers le buffet. Nous sommes partis. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a suivi. Personne n'a même remarqué, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la chose encore pire. Mathilde est montée sur la banquette arrière et a regardé par la fenêtre. J'ai démarré la voiture. Marc était assis en silence. Et alors que nous quittions l'allée, j'ai dit, nous ne referons plus ça. Ce que nous avons fait ensuite, disons simplement. 3 jours plus tard, ils ont reçu une lettre, et cette fois, c'était eux qui étaient laissés sans voix. Il y a des choses que je n'ai pas remarquées quand j'étais enfant. Et il y a des choses que j'ai remarquées, mais que j'ai réussi à ignorer. C'est ce que vous apprend le fait de grandir dans une famille comme la mienne. Comment se faire manipuler soi-même avant que quelqu'un d'autre n'en ait l'occasion. Ce n'est que face au gâteau, ce gâteau, que j'ai réalisé, oh, ce n'était pas juste un oubli. Ce n'était pas une faute de frappe de la pâtisserie. C'était la chute d'une blague qu'il nous racontait dans notre dos depuis des années. Et la blague, c'était nous. On m'a toujours décrite comme facile. Pas dans le sens scandaleux, mais dans le sens d'enfant gérable. Je ne pleurais pas au coucher. Je préparais ma propre boîte à lunch. Je disais merci trop souvent et je désirais trop peu, ce qui faisait que mes parents me traitaient comme un meuble qu'ils aimaient avoir autour mais n'avaient pas besoin d'entretenir. Mon frère aîné était le penseur. Ma sœur cadette, Hélène, était la petite étincelle.
J'étais juste là. Enfant du milieu, moyenne, au milieu de la conversation si j'avais de la chance. Je n'avais pas réalisé que c'était étrange que ma mère raconte au dîner des histoires sur mes frères et sœurs gagnant des concours d'orthographe ou jouant dans des pièces de théâtre alors que j'étais assise juste là, n'ayant apparemment assisté à aucune de mes propres représentations. Ce n'est pas qu'il me détestait. C'est pire que ça. Il ne me remarquait pas. Et on peut survivre à ça. Mais cela laisse une contusion que l'on ne voit que plus tard. La maison dans laquelle ils vivent maintenant, le lieu du gâteau, appartenait à ma grand-mère. Quand elle est morte, elle l'a laissé à ma mère, mon frère et moi. J'avais 4 ans. Hélène n'était pas encore née. La première fois que ma mère a mentionné que mon nom figurait sur l'acte de propriété, j'ai ri. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Elle a balayé la chose d'un revers de main. Tu es techniquement copropriétaire. Ignore ça. Ce n'est pas quelque chose de concret, n'est-ce pas? Juste une part légale dans une maison où il vivait depuis des décennies. Stupide de ma part. Mais j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai lissé les choses. Parce que c'était ce pourquoi j'étais dressé. Quand Mathilde est née, j'espérais que quelque chose de doux se débloquerait en eux. J'imaginais que ma mère se pencherait et dirait, « Tu étais renifle comme ça autrefois. » Ou que mon père pleurerait en la tenant. Ils n'ont rien fait de tel. Ils ont dit qu'elle était mignonne. Ils ont apporté un bavoir. Puis ils ont demandé combien de temps de congé maternité il me restait. Ça aurait dû être le signe révélateur, mais on ne veut pas le voir quand il s'agit de son propre enfant. On veut croire qu'ils finiront par changer d'avis? Ils n'ont pas changé. Mathilde n'avait pas de grands-parents qui s'impliquaient. Elle avait des gens qui envoyaient des cartes d'anniversaire avec 20 € dedans et oubliaient dans quelle classe elle était. Pas de soirée pyjama. Pas de cadre photo sur la cheminée. Juste le poli occasionnel, raconte-nous comment se passe l'école, ma chérie, tout en faisant défiler leur téléphone. Ce n'était pas méchant. C'était rien. Et parfois, rien ne fait plus mal que la cruauté. Au moins la cruauté vous remarque. Pendant ce temps, quand Hélène a eu Chloé 4 ans plus tard, il y avait des ballons, des pulls tricotés à la main, un hochet en argent gravé de ses initiales. Qui reçoit ça? Mon père a appris à utiliser une imprimante photo. Ma mère a rejoint un groupe Facebook de super mamies modernes. Ils avaient soudainement du temps. Ils avaient soudainement des opinions. Ils avaient soudainement une identité. Grands-parents, avec un grand G. Pour Mathilde, ils n'étaient que des adultes plus âgés qui partageaient une table avec nous 2 fois par mois. Nous allions à chaque dîner. Nous sourions. Nous apportions de la nourriture. Nous écoutions les longues mises à jour sur le récital de piano de Chloé et les visites de la Fée des Dents. Mathilde a même complimenté ses œuvres d'art, qui n'étaient généralement que quelques traits de crayon violet et un triangle prétendant être un dauphin. Je pense que Mathilde savait ce qui se passait, mais elle essayait. Elle essayait vraiment. Elle s'était proposée pour aider à nettoyer, mettre la table, rire des blagues terribles de papy. Elle leur montrait comment utiliser la télécommande, comment envoyer un email, comment enregistrer un contact sur leur téléphone. Je la regardais taper doucement, comme quelqu'un qui espère que son bon comportement lui rapportera quelque chose. Pas de l'argent, pas de cadeaux, juste de l'amour. Ses autres grands-parents, mes beaux-parents, vivent en Europe. Elle les voit peut-être une fois par an, si ça. Donc, pour elle, ce n'était pas seulement une question de dîner du dimanche. C'était une question d'avoir des grands-parents tout court. Elle voulait ce que les autres enfants avaient. Des gens qui racontaient des histoires embarrassantes de bébés, lui pinçaient les joues, lui envoyaient de bizarres souvenirs de la Côte d'Azur. Elle voulait être une bonne petite fille. Et elle l'était, mais ça n'a pas marché. Pas vraiment. Il l'aimait bien. Il l'appréciait de la même manière que l'on apprécie un voisin qui rentre les poubelles. Gentille, serviable, oubliable. Pour sa dernière année, elle a travaillé d'arrache-pied. Meilleure de sa classe. Victoire en débat, heure de bénévolat. Elle a tout fait. Et je pouvais le voir en elle, cet espoir grandissant que peut-être, le succès ferait pencher la balance. Elle ne l'a jamais dit à voix haute. Elle n'en avait pas besoin. Elle mentionnait occasionnellement des choses comme « Je crois que papy aime aussi l'histoire, n'est-ce pas ? J'ai eu la meilleure note à ce projet. »
Ou, je me demande si mamie a vu la photo que tu as publiée. Elle ne demandait pas un défilé, juste un signe, une preuve qu'elle comptait pour eux au-delà d'être présente et utile. Je leur ai parlé de sa remise de diplôme des semaines à l'avance. Je leur ai envoyé les détails 2 fois. Ils n'ont pas confirmé leur présence. 3 jours avant la cérémonie, j'ai reçu un SMS de ma mère. Désolé, je ne me sens pas au top. Je vais peut-être zapper ça. Zapper ça comme s'il s'agissait d'un barbecue de quartier. Comme si ce n'était pas l'aboutissement de 18 ans de travail. Mathilde n'a rien dit quand je lui ai annoncé. Elle a juste attaché ses lacets et m'a demandé si son discours était bon. C'était le pire, pas le silence, mais la normalité. Alors, quand mes parents ont appelé et ont dit qu'ils voulaient organiser une fête de remise de diplôme pour notre petite fille, je n'ai pas hésité. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je n'ai pas demandé. Bien sûr, je pensais qu'ils parlaient de Mathilde. De qui d'autre pouvaient-ils parler? Ils ont dit notre petite fille. Et pour une fois dans ma vie, je me suis laissé croire qu'ils parlaient de nous. J'en ai parlé à Mathilde. Elle a rayonné. C'était discret, ce genre de sourire. Mais je l'ai vu. Cette petite lueur de « peut-être qu'ils essaient ». Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste hoché la tête et a dit « d'accord ». Elle a choisi une robe. Elle a même proposé d'inviter l'un de ses professeurs préférés pour dire quelques mots. Elle était nerveuse, excitée et effrayée de cette manière pleine d'espoir que seuls les adolescents ont lorsqu'ils pensent encore que les choses peuvent changer. Et honnêtement, moi aussi. Nous avions tort. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à envoyer une lettre pareille. Pas une note manuscrite. Pas une carte de Noël avec des vœux griffonnés à l'encre dorée factice. Je parle d'une vraie lettre. Une qui fait que les gens arrêtent de respirer une seconde en l'ouvrant. Une à laquelle on ne répond pas avec des mots. On répond par la rage. Je ne l'ai même pas écrite moi-même. Marc l'a fait. Il l'a rédigée comme si ce n'était rien. Calme, poli, létal. Une coupe de chirurgien. Je l'ai signée sans ciller. Parce que je ne faisais pas ça pour moi. Je le faisais pour ma fille. Cela n'a pas semblé triomphant. Pas au début, juste étrange. Calme, presque clinique. Nous avons imprimé 2 copies, une pour nos dossiers, une à déposer. Je ne l'ai pas envoyée par la poste. Je l'ai remise en main propre, pliée une fois, glissée dans une enveloppe blanche unie. Pas d'adresse de retour, pas de mots, juste les mots, j'ai l'intention de vendre ma part d'un tiers de la propriété située à adresse. Clair, légal, non négociable. Ils pourraient théoriquement me racheter, obtenir un prêt, rassembler leur chèque de retraite, et faire ce que les gens font lorsqu'ils sont confrontés aux conséquences d'un déséquilibre de pouvoir vieux de plusieurs décennies. Mais je savais qu'ils ne le feraient pas, et je savais que ce n'était pas le but. Le but était qu'ils n'ont plus le droit de me posséder. Hélène a appelé en premier. J'ai répondu parce que je voulais entendre comment cela allait commencer. Elle l'a ouverte devant Chloé, m'a-t-elle dit, comme si c'était le plus grand crime commis de l'année. Je n'ai pas répondu. Maman a hurlé. Un vrai cri strident. Elle a failli laisser tomber sa tasse. Devrais-je m'excuser auprès de la tasse? Hélène n'a pas ri. Elle sanglotait. J'ai d'abord pensé que quelqu'un était mort. A-t-elle lu la lettre à voix haute? J'ai demandé. Oui. Elle a dit, vous essayez de vendre la maison. Notre maison. Correction, ai-je dit. Un tiers de la maison. Elle tremblait. Elle devrait s'hydrater. Hélène a poussé un bruit étranglé comme si elle hésitait entre raccrocher ou crier. Vous êtes en train de la détruire, a-t-elle finalement dit. Non, ai-je répondu. Elle a fait ça toute seule. Je ne fais que le rendre officiel. Clac. 3 heures plus tard, ma mère a appelé. Affichage de l'appelant, aucun message, juste de l'insistance. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Je vais faire semblant de mal avoir lu cette lettre, a-t-elle dit calmement, et vous allez me dire que c'était une erreur. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai dit, c'était une erreur. Elle a aspiré son souffle comme si la lettre était une chose, mais cette confirmation était d'une certaine manière pire. Vous allez vraiment vendre votre part de la maison? Oui, notre foyer.
Non, ai-je dit, ma part de la maison de mamie. Vous n'y vivez même pas. Vous ne payez pas les impôts dessus toute seule non plus. Ma mère s'est tue un instant. Puis, c'est de la vengeance. Non, ai-je dit, c'est attendu depuis longtemps. Vous faites ça à cause de cette stupide fête. Je fais ça parce que l'avenir de ma fille ne devrait pas être lié à une maison pleine de photos encadrées de l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle a ri, sec et amère. Oh, c'est donc une question de Mathilde maintenant. Tout ce que je fais concerne Mathilde. Vous allez nous mettre à la rue. Non, vous pouvez me racheter. Vous pouvez contracter un prêt, vendre votre voiture, appeler Hélène. Vous avez des options. Elle n'a pas répondu à cela. Elle a juste dit, vous devez faire attention. Vous ne voulez pas brûler tous les ponts. J'ai souri. Vous avez fait un travail remarquable pour ça avec un gâteau et une bannière. Et puis j'ai raccroché. Ce soir-là, Marc m'a trouvé assise à la table de la cuisine, fixant une éraflure sur le bois que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il n'a pas posé de questions, m'a juste tendu un thé. Vous vous sentez coupable, a-t-il demandé finalement. Non, ai-je dit. Je me sens comme si je devrais l'être. Mais je ne le suis pas. Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis ainsi un moment. Puis j'ai dit, j'ai toujours trouvé des excuses pour eux. Je sais. Même après la fête, je sais. Je pensais qu'il finirait par changer. Il m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Vous ne croyez plus cela? J'ai secoué la tête. Il savait qu'elle était admise. Il savait que nous nous démêlions pour trouver comment payer. Et ils ont passé tout ce temps à célébrer le certificat de collège de l'enfant de quelqu'un d'autre comme s'il s'agissait d'un doctorat. Marc n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Les jours suivants ont été calmes d'une manière qui ressemble plus à un pistolet chargé qu'à la paix. J'ai cessé de répondre à leurs appels, cessé de leur rendre service, plus de dépôts de médicaments, plus de vérification de leurs messages vocaux, plus de « Pouvez-vous m'aider à me connecter ?» Mathilde a aussi arrêté. Elle n'a rien dit de dramatique. Elle s'est juste retirée. Plus de support par SMS, plus de vidéos d'anniversaire pour Chloé, plus de demandes de dernière minute, peux-tu regarder cet email rapidement? Elle s'est juste retirée tranquillement. Je lui ai demandé une fois comment elle se sentait. Elle a dit, comme si j'avais supprimé un virus qui tournait sans que je le sache. Puis 4 jours plus tard, Hélène a essayé à nouveau. Vous ne savez même pas ce que vous avez fait à maman, a-t-elle dit. Elle marche dans la maison comme un fantôme. Je pensais qu'elle ne faisait déjà pas autre chose. Elle n'arrête pas de relire la lettre comme si c'était un avis de décès. Peut-être que c'en est un. Pour la version d'elle-même qui pensait s'en tirer pour toujours. Elle ne mange pas. Elle n'écoute pas non plus. Hélène a soupiré. Il n'est pas trop tard pour arranger ça. Si, ai-je répondu. Il suffit de l'appeler. Non, il suffit de lui parler, Laura. Je l'ai fait. J'ai envoyé une lettre et j'ai raccroché à nouveau. Ce soir-là, Mathilde est entrée dans la cuisine alors que je faisais la vaisselle. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. Est-ce que vous avez déjà l'impression d'être la méchante, a-t-elle demandé. J'ai marqué une pause. Oui, tout le temps. Pourquoi? Elle a souri faiblement, juste pour s'assurer que je n'étais pas la seule. Je lui ai rendu son sourire. Puis elle a dit, pensez-vous qu'ils comprendront un jour? Non, ai-je dit. Mais ce n'est pas le but. C'est quoi le but, alors? Nous ne leur devons pas la compréhension. Juste des limites. Elle a hoché la tête une fois, et nous avons laissé cela comme ça. Je pensais que le gâteau était le point culminant. Vous savez, celui-là. Félicitations à notre unique petite fille dans ce glaçage rose tourbillonnant, appliqué avec une cruauté si délibérée. Je suis surprise que la pâtisserie n'ait pas déposé de rapport d'alerte. Mais apparemment, j'avais tort. Apparemment, il y a des choses pires que d'être effacé de la fête de remise de diplôme de votre propre fille. Comme découvrir que les mêmes personnes qui vous ont élevé ont essayé de lui enlever tout son avenir. Cela a commencé 2 semaines après la lettre. La lettre que Marc m'a aidé à rédiger. Celle qui disait dans un langage juridique parfait, je vends ma part de la maison. Pas de menaces, pas de cris, juste des faits.
2 semaines plus tard, Mathilde est entrée de son cours de danse avec cette expression. Celle qui a l'air normale si vous ne la connaissez pas. Épaule droite, voix calme. Mais je sais mieux. Elle m'a raconté ce qui s'était passé. Il m'attendait, a-t-elle dit, sur le trottoir. J'ai cligné des yeux. Vos grands-parents? Elle a hoché la tête. Apparemment, ils se tenaient devant son studio de danse comme deux fantômes amicaux, l'ont salué, agissant comme s'ils passaient juste par là pour une promenade. Il n'avait pas montré autant d'intérêt pour ses loisirs en 18 ans, mais bien sûr, maintenant il se coordonne avec son emploi du temps de cours. Elle a dit qu'ils étaient gentils au début, trop gentils, comme des acteurs de dîner-spectacle. Puis est venu le scénario. Vas-tu vraiment laisser ta mère nous faire ça? Elle va nous mettre à la rue, ma chérie. Parle-lui. Tu es la seule qu'elle écoute. J'ai demandé comment elle avait répondu. Mathilde a haussé les épaules. Je leur ai dit non. Pas de drame, pas de cri, juste non. C'est là que ma mère l'a regardé droit dans les yeux et a dit, bien. Mais les choix ont des conséquences. Mathilde s'est retournée et est partie. Moi, je ne suis pas parti. Je suis resté dans la cuisine un moment après son départ, fixant la fenêtre comme si les arbres pouvaient me dire comment ne pas crier dans le vent. Parce que voici le truc, je m'attendais à des tentatives de culpabilisation. Je m'attendais à de la manipulation. Mais l'impliquer Mathilde, lui tendre une embuscade près d'un cours de danse, faire d'elle celle qui doit me dire de reculer, ça, c'était nouveau. C'était délibéré. Et je n'avais même pas encore vu le pire. 2 semaines supplémentaires se sont écoulées. Nous respirions enfin à nouveau, parlant des meubles de chambre universitaire, des menus, du bon genre de stress. Et puis la lettre est arrivée. Grande enveloppe, logo de l'université. Mathilde pensait que c'était son dossier de logement. Elle l'a ouverte au comptoir de la cuisine pendant que je rinçais un bol. J'ai entendu son souffle se couper. Puis elle me l'a tendu. Ce n'était pas le logement. C'était un avis du bureau des admissions. Son inscription était en cours de révision. Un rapport anonyme avait été soumis alléguant des omissions, des incohérences, des problèmes juridiques non divulgués. La formulation était si stérile qu'elle m'a glacé le sang, comme lire l'autopsie de quelque chose qui n'était pas encore mort. Mathilde n'a pas parlé. Marc a pris la lettre. L'a lue 1 fois, 2 fois, puis m'a regardé comme si quelqu'un venait de défoncer la porte d'entrée et d'allumer une allumette. Je me suis assise lourdement. Il m'a fallu une bonne minute pour digérer ce que je voyais. Pas parce que je ne comprenais pas, parce que je comprenais. Ce n'était pas mesquin. Ce n'était pas une politique familiale. C'était une attaque. Et pas contre moi, contre elle. Je suis monté en voiture, sans même le dire à Marc. J'ai juste attrapé mon manteau et mes clés et j'ai conduit directement de l'autre côté de la ville. Je n'avais pas peur de ce que j'allais dire. J'avais peur de ce que je n'allais pas dire. Mon père a ouvert la porte comme s'il le regardait à travers les stores. Ma mère est apparue derrière lui, pas surprise, juste satisfaite. Je n'ai pas dit bonjour. Avez-vous signalé Mathilde à l'université? Pas de clignement des yeux, pas de confusion, pas de quoi parlez-vous? Juste de l'immobilité. Et puis ma mère a dit, vous pensez que vous pouvez faire ce que vous avez fait et ne pas en subir les conséquences? Je suis entré. Vous avez essayé de détruire sa vie. Elle ne devrait pas être là. Ma mère a dit que cette école n'était pas faite pour elle. Elle est entrée par ses propres moyens. Vous avez importé vos drames là-dedans. À quoi vous attendiez-vous? Je m'attendais à ce que vous soyez en colère. Je ne m'attendais pas à ce que vous sabotiez l'avenir d'une enfant juste pour vous venger. Elle n'est pas une enfant. Elle fait partie de tout ça. Je l'ai dévisagée et quelque chose en moi a craqué. Pas de rage, pas de larmes, juste une rupture nette, comme un os arraché à l'os. Vous n'êtes pas seulement de mauvais grands-parents, ai-je dit calmement. Vous êtes des gens dangereux. Et puis je me suis retourné et je suis sorti. Ils n'ont pas vu que j'avais appuyé sur enregistrer avant de sonner à la porte. Ce soir-là, j'ai publié 3 choses sur le chat de groupe familial. Aucune introduction, aucun préambule, juste une photo du gâteau, une capture d'écran de la lettre de l'université, et un extrait audio de ma mère disant que l'école n'était pas faite pour elle.
Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai préparé le dîner. Les répercussions ont été immédiates. En 1 heure, le chat s'est illuminé comme un sapin de Noël en feu. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années sont intervenus avec « Attendez, quoi ? Et, est-ce que c'est vrai ? » Une tante m'a envoyé un SMS en privé. Je n'en savais rien. Je suis tellement désolé. 3 personnes ont quitté le groupe silencieusement. Hélène a finalement sauté dans la conversation avec « Tout cela est exagéré ». Personne ne lui a répondu, pas même Chloé. Mathilde a tout lu, calmement, méthodiquement, comme si elle collectait des preuves pour quelque chose de plus grand que la vengeance. Quand elle est arrivée à la fin, elle m'a regardé et a dit « Je ne pense pas vouloir les revoir un jour ». J'ai hoché la tête. Elle est retournée dans sa chambre comme si elle venait de finir de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon frère. Nous n'avions pas parlé depuis la fête. Ils m'ont appelé, a-t-il dit. Ils veulent de l'aide pour te racheter. Ils ont dit qu'ils étaient désespérés. Je n'ai pas répondu. Puis il a ajouté, je leur ai dit non. En fait, je veux vendre mon tiers aussi. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pour Mathilde, a-t-il dit simplement. Ça a dépassé les bornes. Ce soir-là, Mathilde et moi étions assises sur la terrasse arrière. Le soleil était juste assez bas pour sembler clément. Elle remuait son thé avec une cuillère qu'elle avait accidentellement tordue des mois auparavant et n'avait jamais remplacée. Puis elle a demandé, si elle s'excusait, « Est-ce que vous leur pardonneriez ?» J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit. Pas pour ça. Elle a hoché la tête. Bien. Avance rapide d'1 an, la maison a été vendue. Pas rapidement, mais à un prix net et solide. Ma part a couvert tout ce dont Mathilde avait besoin. Les frais de scolarité, le logement, les factures auxquelles personne ne s'attend. Et il restait de l'argent après cela, plus que ce à quoi je m'attendais. Nous n'avons plus parlé à mes parents depuis. Pas d'appel, pas d'excuses, pas de lettres étranges glissées dans la boîte aux lettres, rien. Pour autant que je sache, mon frère n'a pas non plus donné de nouvelles. Il a signé les papiers, pris sa part, et s'est volatilisé. La sortie la plus silencieuse que je lui ai jamais vue faire. Hélène, toujours en orbite, mais l'éclat a disparu. J'ai entendu dire qu'elles avaient eu une confrontation il y a quelques mois. Elle a finalement cessé de défendre ce qu'ils avaient essayé de faire à Mathilde. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle l'a obtenu. Mes parents ont utilisé leur part pour acheter une maison, si on peut appeler ça une maison. Petite, délabrée, loin de la ville, mauvaise rue, mauvais voisins, sans hypothèque. Ils n'auraient pas pu obtenir de prêt, alors ils ont payé comptant et se sont contentés de la pourriture, des fuites et des sirènes à 2 heures du matin. C'est leur maison maintenant. Chaque carreau fissuré. Mathilde, elle est stable, concentrée, brillante de toutes les bonnes manières, et ils n'auront jamais le mérite d'une seconde de cela.